Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer puisqu'il est midi passé et que nous avons un agenda avec deux interventions aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence au Hub Innovation de Paris-Charles de Gaulle. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour une conférence qui se situe un petit peu en avance de phase en fait, d'un événement qui a lieu le 28 février, qui sera la 19e journée internationale des maladies rares. Cette journée cherche à sensibiliser le grand public à cette cause qui concerne un grand nombre de personnes à travers le monde et qui donc concerne les aéroports, puisque vous savez que, pour reprendre un des vieux slogans de la maison, le monde entier est notre invité. Je parlais de beaucoup de personnes à travers le monde, mais je laisserai les spécialistes parler de quelques chiffres, ou en tout cas qui vous interrogeront sur le sujet d'ici quelques instants pour voir votre niveau de connaissance. Cette journée œuvre globalement pour l'égalité des chances sociales, des soins de santé et surtout l'accès aux diagnostics et aux thérapies pour les personnes qui sont concernées par une maladie rare. Sur le terrain médiatique, en revanche, elle se matérialise par l'illumination de bâtiments emblématiques à travers le monde pour attirer l'attention sur la cause. Peut-être l'avez-vous vu l'an dernier, mais Paris-Charles de Gaulle avait déjà été partenaire de la 18e édition, et donc cette année, ce sera notre deuxième participation consécutive parmi plus de 600 événements qui sont construits à travers le monde. Bien entendu, la France est partenaire de cette opération dans plusieurs villes, mais c'est une opération qui concerne absolument le monde entier puisqu'elle est présente dans 106 pays. On trouvera nos voisins européens, bien entendu, mais des pays beaucoup plus lointains comme le Canada, le Pérou, le Japon, le Canada, l'Australie, etc., etc., puisque quasiment un pays sur deux, en fait, à travers le monde, relaie cette opération. Pour vous parler de cette cause, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir deux spécialistes qui nous ont rejoints un peu tôt ce matin parfois, venant du sud de la France. Dans un premier temps, nous accueillerons la professeure Agnès Linglard, qui est chef de service d'endocrinologie et diabète de l'enfant à l'hôpital Bicêtre. Et ensuite, Laurence Gély, qui est formatrice en fiches faciles à lire et à comprendre, les fameuses fiches FALC que vous connaissez peut-être et qu'on peut retrouver sur notre site internet, et qui est aussi formatrice en braille et qui est à l'initiative du guide d'accessibilité des ports de plaisance. Donc, leurs interventions aujourd'hui vont avoir pour objectif de vous présenter cet enjeu de société et surtout de décrire les enjeux qu'ils peuvent représenter pour l'industrie du transport. Professeur, je vous passe le micro. Merci beaucoup donc de l'accueil qui nous est fait aujourd'hui pour venir parler des maladies rares. Et donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, effectivement, moi, je suis pédiatre, je m'occupe d'un service, mais mon travail dans le cadre des maladies rares, il est un peu double, je dirais. Effectivement, c'est de voir des patients qui ont des maladies rares. En particulier, moi, ma spécialité, c'est les maladies qui touchent les os, donc tout ce qui est la croissance des enfants, la solidité osseuse, etc. Donc, vous connaissez la maladie des os de verre, par exemple. Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Mais mon deuxième travail, c'est de discuter avec les autorités de santé, les institutions, etc., pour faire connaître les maladies rares en général, améliorer le parcours de soins, le parcours des patients, la qualité de vie des patients. Donc, d'avoir des actions au-delà de mon quotidien, voir simplement les patients en consultation, c'est vraiment d'essayer d'agir à un niveau plus haut pour que la société tout entière prenne conscience et intègre, inclusion, quoi, inclut les patients qui sont atteints de maladies rares dans son giron. Alors, on va commencer peut-être sur le côté un peu connaissance de qu'est-ce que c'est qu'une maladie rare. On va commencer par un petit questionnaire. Donc, Sarah va nous aider pour le démarrer. Et moi, je vais prendre ça peut-être pour passer les diapos après. Alors, l'idée, vous sortez votre téléphone, vous avez l'habitude voilà, de faire donc un petit caout. Vous sortez votre téléphone, vous pouvez scanner le QR code, vous allez dans l'application Kahoot ou sur le web Kahoot et vous rentrez le code 664 79 73. Mais avec le QR code, ça marche très bien. On va faire trois petites questions rapides juste pour se mettre dans le bain des chiffres. Alors, je vous laisse une petite seconde pour vous installer. Vu le nombre qu'on est dans la salle, il y a forcément des personnes qui sont et en ligne, qui sont concernées de près ou de loin par les maladies rares. Donc forcément, ça vous parle. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. On y va?
que si on commence, le QR code reste affiché après. Non, il s'en va. D'accord. OK. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui? Vous avez du mal? Ça saute. Voilà. Je pense que c'est bon là. On y va. Alors, la première question, c'est sur les chiffres. Est-ce que vous avez une idée, voilà, une idée de la définition d'une maladie rare? C'est-à-dire que quand vous voyez un certain nombre de personnes, une maladie est dite comme rare si elle touche moins d'une personne sur 1000, 3000, 2000, 5000. En fait, c'est une définition vraiment mathématique, hein, et ça correspond à un certain pourcentage de la population. Et donc, effectivement, alors là, donc je vois qu'on va avancer sur les chiffres, mais on est autour de, c'est une personne sur 2000, quand on est à moins d'une personne sur 2000. Et alors, aujourd'hui, on parle même des maladies ultra rares, c'est-à-dire, vous avez déjà entendu parler de ça, par exemple, des gens qui vous disent, ben, moi, il y a 50 patients dans le monde qui ont la même maladie que moi. Voilà, donc là, on est dans la maladie ultra rare qui augmente encore la problématique que ces patients peuvent rencontrer. La deuxième question, c'est ah ben voilà, bravo à Ben, hein, en tout cas, et Tom, qui est pas très loin. À peu près, il y a combien de maladies rares à peu près qui ont été identifiées? Ça ne veut pas dire qu'on les connaisse toutes. Voilà, 1000, 3000, 7000, 10 000 maladies rares différentes qui existent. On peut avancer, et donc on est à peu près autour de 7000 en fait, maladies rares différentes qui existent. Donc quand vous allez voir un docteur, c'est impossible qu'il connaisse ces 7000 maladies rares. Donc, ça explique une des grosses difficultés qu'on a, qui est l'errance diagnostique, c'est-à-dire que les gens y vont de médecin en médecin jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui dit « Ah, c'est curieux ce truc, peut-être que c'est une maladie rare ». Et donc là, c'était Cyril, c'est ça qui a gagné. Et combien de passagers touchés par une maladie rare transitent par les aéroports de Paris? Ah, vous devriez, si vous calculez, vous devriez y arriver, mais alors moi, je ne connais pas tous les chiffres par cœur. 100, 1000, 5000, 12 000. Qu'est-ce que vous diriez? Le chiffre est impressionnant, en fait, hein. Vu le flux de passagers que vous avez sur Aéroport de Paris, il y a énormément finalement de personnes qui sont concernées par une maladie rare qui potentiellement sont dans vos clients. Alors, on va passer à la présentation maintenant. Si tu peux me remettre à le podium, j'ai le podium, pardon. Donc, ah ben voilà, bravo. Qui est le numéro 1? Tard. Bravo. Bon, merci de votre participation. Mais voilà, en plein écran, merci. Donc là, normalement, si j'avance, voilà. Donc on a fait un petit quiz. Donc, alors c'est vrai que donc 1 sur 2000, ça correspond en fait, ça veut dire qu'on a à peu près 5% de la population française, donc 3 millions de personnes en France qui sont touchées par une maladie rare, 30 millions en Europe, 300 millions dans le monde. Donc c'est, même si les malades dans leur maladie sont rares, groupés ensemble, c'est un nombre qui est important. Il y a des chiffres qui sont associés à ça, qui est que beaucoup de ces maladies sont révélées dans l'enfance, beaucoup sont génétiques, sont des maladies génétiques, très peu ont un traitement véritablement efficace, hein. Seulement 6% des maladies pour lesquelles on a un médicament. C'est pour ça qu'avant, on utilisait le terme que vous devez connaître de maladie orpheline, et donc qu'on a un peu laissé tomber maintenant, puisque c'est les maladies qui n'ont pas de traitement essentiellement. Donc effectivement, du coup, vu le flux de passagers que vous avez, ben, dans les aéroports, on se retrouve avec plus de 10 000 personnes qui sont concernées et qui passent devant vos yeux chaque jour. Alors, un patient
qui a une maladie rare, c'est quelqu'un qui a un parcours. Nous, on appelle ça le parcours de soins. Vous avez des parcours passagers, un parcours dans un aéroport. Nous, on a un parcours de soins. Et vraiment, les gens, ils passent par des étapes. La première étape, je l'ai un peu évoquée, c'est en fait, je suis dans le noir, je ne sais pas ce que j'ai des symptômes, mais je ne sais pas ce que j'ai comme maladie. C'est l'errance diagnostique. Et donc, on a la première étape du parcours, c'est quand le diagnostic est posé. Et ensuite, les patients, ils vont passer par plusieurs points. Ils vont avoir besoin de rencontrer plusieurs spécialistes. Souvent, ça touche plusieurs organes. Ils ont besoin d'aller à l'hôpital régulièrement pour leur suivi. Ils ont besoin de mettre en place un traitement, d'adapter le traitement. Il peut y avoir des accros dans le parcours. C'est-à-dire, il y a des urgences, ils ont besoin d'hospitalisation en urgence, etc. Donc tout ça, ça va grever la vie des patients et on doit intégrer, nous, dans le milieu médical, le patient dans sa vie. Hein. Un patient, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui vient à l'hôpital, mais c'est quelqu'un qui a un travail, qui a envie de faire du sport ou qui voyage. Et donc, sur toutes ces actions-là, c'est très important qu'on puisse communiquer avec nos interlocuteurs pour essayer d'améliorer le parcours patient. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont une pression financière très importante, même si on a beaucoup de chance avec la sécurité sociale, il reste un reste à charge très important pour les patients. Il y a une pression administrative énorme. Ils passent leur temps à remplir des papiers, ne serait-ce que pour avoir le fauteuil qui est bien accueilli dans un aéroport ou pour rentrer dans un avion, ils ont plus de formulaires à remplir qu'un autre passager. Mais il y a aussi de l'innovation. On développe des nouveaux médicaments, on développe des nouvelles technologies pour faire les diagnostics, etc. Donc, c'est des sujets sur lesquels on avance rapidement dans les maladies rares. Et pourquoi est-ce qu'on avance rapidement? C'est parce que grâce aux associations de patients et aux professionnels de santé qui se sont mobilisés au milieu des années 2000, le gouvernement français, en particulier le ministère de la Santé, a développé ce qu'ils appellent des plans nationaux maladies rares, c'est-à-dire c'est vraiment des actions, des financements, des enveloppes financières ciblées dédiées aux maladies rares. Donc ça a commencé en 2005 et avec le premier plan national maladies rares. Et donc là, l'idée, c'était de dire, il faut qu'on sache où sont les experts pour les maladies rares. Il faut sortir du noir, il faut que le patient soit capable de trouver le docteur qui lui convient. Et pour moi, le coup de génie, ça a été de dire, c'est pas que les experts, ils sont pas tous à Paris. Il faut pas forcément venir à Paris, on est hyper centralisé, hein, voilà. Il faut pas forcément être à Paris, mais où sont les experts en France pour qu'à moins de 200 km, on va dire, 200 km, on arrive à trouver quelqu'un qui connaisse la maladie. Donc, de créer des réseaux d'experts qu'on appelle les centres de référence maladies rares. Ensuite, on a travaillé, il y a eu une succession de plusieurs plans nationaux maladies rares. On en est au 4e aujourd'hui. Et on a réussi à mobiliser les gouvernements successifs pour je ne dirais pas pérenniser ce financement, mais en tout cas pour le poursuivre et l'augmenter. Et on a beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on arrive à coordonner le parcours du patient, comment est-ce qu'on arrive à développer la recherche autour des maladies rares, comment est-ce qu'on arrive à développer les nouvelles thérapeutiques, faire de la thérapeutique innovante, comme par exemple de la thérapie génique. Hein, c'est un mot que vous avez probablement déjà entendu. On est très accompagné par les associations de patients qui sont extrêmement présents et sans lesquels on ne peut pas travailler. D'ailleurs, dans les plans nationaux maladies rares, les associations de patients font partie des comités exécutifs, des boards, etc., de la gouvernance de ce plan national maladies rares. Et donc, je vous ai mis là, on a mis quelques chiffres pour que vous ayez une idée de l'investissement que la France a fait. Voilà. Le premier plan, c'était à peu près 20 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 180 millions d'euros par an dédiés à cette structuration du soin du parcours patient atteint d'une maladie rare. Donc, c'est un véritable investissement et donc on doit être au rendez-vous, nous, mais la société également autour. Et, donc et en fait, on est un modèle pour l'Europe, c'est-à-dire que l'Union européenne a calqué son organisation, sa structuration maladie rare sur le modèle français,
à la chose près que le niveau de financement n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut faire en France. On est le seul pays en Europe où on a un niveau de financement comme ça pour soutenir le parcours patient des maladies rares. Alors, voyager avec une maladie rare, donc ça c'est un sujet que vous connaissez très bien, mais pour moi, pour le côté patient, les patients qui voyagent, ça peut être un handicap qui est visible ou qui n'est pas visible, hein. Nous, je vous ai donné l'exemple de l'ostéogenèse imparfaite tout à l'heure. L'ostéogenèse imparfaite, ça peut être un patient, ça se voit tout de suite, comme le pianiste Petrucciani, hein, donc voilà, alors là, ça se voit, on ne peut pas passer à côté, mais on a des patients qui ont des formes beaucoup moins visibles de cette maladie, mais c'est juste que si jamais il tombe, il trébuche dans un truc, il tombe, il se casse en mille morceaux. Donc on a vraiment, et à l'extérieur, on ne voit rien. Ils peuvent avoir les yeux un peu bleus, mais c'est tout. Donc vraiment, il y a vraiment ce handicap invisible qui concerne beaucoup de maladies rares. Les gens, ils doivent traverser, transporter leurs traitements, leurs fauteuils, leurs appareils. Ils peuvent avoir des capteurs, des pompes sur eux pour voilà, du matériel de chirurgie. Enfin bon, c'est quand même un monde assez complexe. Et le fait de voyager va mettre en exergue, je dirais, des choses sur lesquelles on arrive à mettre de la résilience dans sa vie de tous les jours. Et ça va vraiment essayer de révéler les limites dans lesquelles les patients peuvent arriver, soit leur propre transport, leur fatigue, le stress, la charge sensorielle, etc. Donc vraiment, on peut dire que vous êtes vraiment à cette intersection du parcours patient et du parcours passager. Donc il y a deux petits exemples de handicap que nous, on connaît pas mal dans notre centre de référence, enfin, dans notre filière sur toutes les pathologies qui touchent l'os. Par exemple, les patients qui voyagent avec un handicap moteur. Et donc, pour ces patients-là, tout ce qui est autour du fauteuil, quand déjà arriver jusqu'à l'aéroport, hein, arriver jusque-là, mais après voyager avec toutes les étapes que vous avez, que je sais qu'elles vous sont imposées, mais il faut quand même passer le contrôle, il faut passer la douane, il faut attendre dans la salle d'embarquement, il faut arriver à monter dans l'avion, etc. Donc tout ça, c'est voilà. Donc il y a une fatigabilité, une fatigue qui est quasi constante pour ces patients dans ce trajet. Et donc, ce qui nous paraît vraiment important, et ce sont des choses que vous faites déjà, mais pour nous, c'est important d'insister sur l'anticipation, la préparation et la formation des différents personnels que ces patients vont rencontrer. La difficulté, c'est qu'à chaque étape, c'est un personnel différent qui, lui, n'est pas forcément au courant de l'ensemble du parcours du patient. Donc voilà, donc ça c'est une véritable difficulté. Une autre difficulté qu'on connaît bien, mais vous aussi, sont les handicaps sensoriels. La vue, l'audition, les patients qui ont des troubles du spectre autistique, hein, donc là, on a représenté un enfant avec un casque parce qu'il ne supporte pas le bruit, mais on a aussi des adultes hein, qui ont ces difficultés qui sont peut-être moins visibles dans le flot des passagers. Et donc ça amène vraiment à des difficultés particulières sur toute la charge de bruit, de stimulation, et sur un rythme qui leur est imposé, alors que c'est des patients, très souvent, qui ont beaucoup de mal à supporter le changement. C'est-à-dire qu'ils ils- ils sont stabilisés, ils sont rassurés par une routine. Or, le voyage, c'est casser la routine. Et donc, voilà, il y a besoin je dirais, de cocooner, d'encadrer vraiment ces patients qui vont traverser une expérience particulière. Et un dernier point, c'est quand beaucoup de nos patients voyagent avec un traitement. Et donc là, c'est d'autres points encore à aborder. C'est la question de la conservation. Beaucoup des nouvelles thérapies se gardent, sont réfrigérés, sont obligés d'être au froid. Donc, chacun, en fonction de la taille du médicament que vous transportez, vous pouvez avoir une grosse valise ou une petite glacière. Mais bon, il faut que ça reste froid. Parfois, les voyages sont longs. Il faut que ça passe le contrôle, etc. Donc, tout ça, c'est des étapes que les patients doivent parcourir et qui contribuent, je dirais, au stress de ces patients.
Donc voilà, donc aujourd'hui on est là, c'est une des actions autour de la sensibilisation aux maladies rares, pour toute cette partie qui est d'intégrer les maladies rares dans la société, de faire que les gens puissent travailler. On a un taux de personnes qui travaillent moins ou ne travaillent pas qui est absolument énorme, hein, dans le monde des maladies rares. Donc c'est vraiment notre rôle d'arriver à sensibiliser le public. Et donc le 28 février, c'est la journée maladies rares, mais aujourd'hui, on parle vraiment, le mois de février, c'est le mois des maladies rares. Et donc, on vous remercie puisque la communication autour de ça, c'est bien sûr de sensibiliser, communiquer, rendre visible. Et donc, il y avait eu l'année dernière l'illumination du terminal 1 de Charles de Gaulle, qui a été quand même très, très vu, très relayé. Il y a un petit ruban, le ruban de toutes les couleurs, c'est maladies rares. Voilà, donc j'imagine qu'on pourra vous en donner. Myriam, on te laissera en faire passer. Voilà. Donc, mettre en lumière, mobiliser, transformer, pour nous, c'est un point vraiment important. Si vous avez envie de lire des choses ou de regarder, il y a un documentaire qui est sur Arte, hein, le documentaire À la hauteur. France 2, pardon, France 2, qui vient de sortir, qui est très bien fait sur les personnes de très petite taille. Et donc ça, c'est très instructif. Le film qui brille au combat est plutôt sur le côté de l'errance diagnostique. Voilà. Et puis, pour quelques centimètres au moins, c'est un peu aussi sur le sujet de la très petite taille. On en parle là parce que nous, ce sont des patients qui sont dans notre environnement, dans notre filière de santé. Et donc, c'est un sujet qu'on connaît très bien. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vais passer la parole à Laurence Gély, qui a été présentée précédemment. Et ben voilà. Et on fera les questions parce que on est vraiment, voilà, nous on est vraiment là pour échanger. Et donc on aimerait bien avoir voilà, votre vision des choses. Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Mais on en parlera après. Merci, professeur. Bonjour à tous. Donc, je viens du Sud. Hein, c'est moi qui suis arrivée tôt ce matin. Merci pour votre accueil. Merci à Oscar pour cette invitation. Merci Aéroport de Paris pour l'accueil et pour l'invitation. Donc, je vais parler des situations de handicap. Alors, habituellement, quand j'arrive dans un établissement, je travaille beaucoup dans le médico-social, j'arrive un petit peu comme le pompier de service parce qu'il y a des points sur l'accessibilité qui ne sont pas respectés, qu'on ne connaît pas bien, etc. Donc vous, quand on m'a demandé d'intervenir chez vous, j'ai regardé sur Internet et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver des choses qui n'allaient pas parce que vous avez fait un travail remarquable. Donc déjà, bravo à vous tous. Ensuite, j'ai quand même fouillé et j'ai trouvé des pistes d'amélioration, bien que ça ait été compliqué. Donc, on ne part pas de zéro, hein, vous concernant, loin de là. La situation de handicap, ça c'est important. C'est important parce qu'on parle souvent des familles de handicap. Alors habituellement, il y en a 4, là il y en a 5 sur cette présentation de la délégation ministérielle de l'accessibilité. On les classe volontairement par ordre alphabétique pour ne pas donner une prépondérance au handicap moteur, sinon on pense toujours à fauteuil. Donc auditif, mental, moteur, psychique et visuel. Donc ça, ce sont les familles de handicap connues. Mais les situations de handicap, ça va bien au-delà. Je vous regarde, vous avez des lunettes, vous êtes comme moi, si vous les enlevez, vous êtes en situation de handicap. Donc à tout moment, on peut tous être en situation de handicap. Parce qu'on est trop grand, parce qu'on est trop petit. Alors trop par rapport à quoi? Par rapport à la norme, évidemment. Parce qu'on a des lunettes, parce qu'on ne comprend pas. Sans avoir de problème d'audition, on peut ne pas comprendre parce qu'on est étranger, parce que l'écrit, on ne le comprend pas, parce qu'on est analphabète, illettré. On peut être en situation de handicap parce qu'on est avec une famille nombreuse. Gérer 4 enfants en bas âge, c'est compliqué, ça me met en situation de handicap. Je peux être âgé, avoir une canne sans être âgé d'ailleurs. Je peux avoir peur de prendre l'avion. Alors, dans ma présentation, je fais juste une petite parenthèse sur le fait que je suis également adjointe au maire sur ma commune
J'ai été appelée à l'aéroport de Montpellier pour signer une hospitalisation d'office. Ça m'a posé problème parce que c'était quelqu'un qui criait dans l'aéroport. Moi, en tant qu'élu, je n'ai pas envie de coller une étiquette sur quelqu'un psychiatrie parce qu'il a crié dans un aéroport. Il y a quand même des gens qui ont le droit de crier dans les aéroports. On a appelé le médecin qui a expliqué qu'effectivement, le médecin traitant, que c'était quelqu'un qui était traité, etc. Donc, la peur peut mettre en situation de handicap aussi. Je peux être encombrée par mes bagages ou pendant les JO par mon vélo, le kayak ou tout un tas de choses. Donc, les situations de handicap peuvent tous nous concerner. Avoir une fragilité au niveau des os, là je fais référence aux maladies rares aussi. Voilà, on peut avoir une migraine qui fait que je suis tout à coup en situation de handicap au moment de prendre l'avion. Voilà, donc à tout moment, on peut se retrouver en situation de handicap. Donc ça concerne tout le monde. Ça, c'est déjà important de rappeler que la situation de handicap, ce n'est pas uniquement la personne sur son fauteuil. Alors est arrivée la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle s'appelle aussi loi dite handicap pour aller plus vite. Elle est très importante, cette loi, parce qu'elle est venue dire quelque chose. Depuis 1975, on disait « Ah, mais vous êtes sur un fauteuil, vous avez un problème, c'est vous qui avez un problème. On va vous mettre dans une case, la case fauteuil, puis on va essayer de trouver des solutions, un peu d'argent par-ci, un petit peu d'accompagnement par-là. Mais on considérait que le problème, c'était vous qui étiez sur un fauteuil. Aujourd'hui, on a complètement changé de prisme. Et on considère aujourd'hui que ça n'est pas le problème de la personne, c'est le problème de la société. Et donc, on parle aujourd'hui d'un accès à tout pour tous, c'est-à-dire que la société doit être inclusive, tant dans ses ERP, établissements recevant du public, les bâtiments qui accueillent du public, que ces IOP. Alors là, on connaît un peu moins. Les IOP, ce sont les installations ouvertes au public. Par exemple, les jeux pour enfants. La voirie, les cheminements pour aller prendre son avion, les écrits. Tout doit être rendu le plus accessible possible. On parle de loi, mais moi je parle aussi de confort d'usage. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que la loi, vous êtes dedans. Aéroport de Paris, vous êtes dans le cadre de la loi. Mais on peut aller plus loin par le confort d'usage et on va voir ce que c'est. Le premier exemple que j'ai envie de citer comme confort d'usage, je vais vous parler de vos toilettes accessibles au rez-de-chaussée. Donc la loi, elle est là. Allez, vous êtes déjà allé dans les toilettes accessibles? Parce que des fois, on s'interdit d'y aller, mais ce n'est pas interdit d'y aller. Hein. C'est juste que c'est accessible. Ce n'est pas interdit aux personnes valides. Hein. Donc, allez voir ces toilettes. La réglementation, elle est respectée. On est bien. Mais le confort d'usage, c'est quoi? C'est d'aller au-delà, de se dire, est-ce que la porte, j'arrive à la tirer facilement pour sortir? Alors, 50 newtons, ça se calcule par rapport au petit doigt. Vous attrapez la poignée avec votre petit doigt. Si vous y arrivez facilement, vous êtes bon. Sinon, il faut imaginer quand on est dans un fauteuil, la difficulté à ouvrir la porte. Dans vos toilettes, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu l'affichage. L'affichage, on part donc dans l'idée que ça s'adresse aux personnes sur un fauteuil, hein, des toilettes accessibles. L'affichage est perché très haut. Or, une personne de petite taille ou une personne assise sur un fauteuil ou un enfant, sa préhension se situe entre 40 cm et 1,30 m. Mais vous avez aussi des gens qui sont grands, qui ont des problèmes de dos. Ceux-là, ils ne vont pas descendre plus bas que 90 cm. Une table, c'est à peu près 90 cm. Donc la préhension moyenne entre quelqu'un de petit qui ne va pas monter très haut, quelqu'un de grand qui ne va pas descendre très bas, la préhension moyenne est entre 90 cm et 1,30 m. Donc dans vos toilettes, on est pas mal. Le savon, le papier toilette, on est pas mal. En revanche, l'affichage est très haut. Vous regarderez, il se situe à peu près à ma hauteur, je fais 1,70 m, peut-être même plus haut. Alors, quand on est sur un fauteuil, la préhension 90 cm, 1,30 m. Par contre, quand on a juste à regarder sans toucher, on a le droit de monter à 1,40 m. Mais 1,40 m, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc là, on est vraiment dans le confort d'usage, c'est-à-dire qu'on peut respecter la loi, mais pour autant ne pas faciliter la vie aux gens. Alors chez vous, la loi, elle est respectée. Hein.
paf, qu'est-ce que j'ai pris? Je suis allée sur votre site internet, vos toilettes sont aux normes, aucun souci. Vous avez créé des salles de change, bravo. On en parlait tout à l'heure. C'est un vrai investissement, hein, les salles de change. Ça coûte très, très cher. C'est un vrai confort. Une salle de change, c'est quoi? C'est pour permettre aux personnes qui sont allongées de pouvoir être déposées grâce à une potence sur un lit, être changées. C'est pas donné, une salle de change. Donc, bravo. Là, je vais faire le tour de ce qui est bravo, bravo. Vous avez des flâneuses. J'ai essayé celle qui est posée devant. Super, assis, on peut mettre un enfant devant, génial. Des sièges spécifiques, des emplacements réservés. Vous avez également des témoignages sur votre site internet. Vous êtes allé voir votre site internet sur l'accessibilité. Vous avez plein de choses intéressantes, hein, avec des témoignages de plein de problématiques différentes. Donc là, j'ai pris un exemple. Je vais prendre mon chien avec moi. Vous avez aussi les conseils de Gérard. Qu'est-ce qu'il a, Gérard? Il a une prothèse. Donc, comment prendre l'avion quand on a une prothèse? C'est passionnant. J'ai appris plein de choses en vous lisant. Il y a aussi les handicaps invisibles. Là, pareil, est-ce que j'ai envie de signifier que j'ai un handicap? Il y a donc la solution que vous avez mise en place chez vous avec le cordon qu'on met autour du cou, le cordon tournesol, pour dire ben, j'ai un petit souci, mais je n'ai pas envie de le crier sur tous les toits. Là, on est dans le confort d'usage aussi. Vous avez des documents en FALC. Donc, je ne pourrais même pas venir faire des formations en FALC chez vous, puisque vous le faites déjà très bien. Donc, le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre. C'est une façon d'écrire dédiée aux personnes ayant une déficience intellectuelle, mais au final, ça s'adresse à tout le monde, parce que moi, j'aime aussi lire le FALC. C'est une écriture qui s'adresse à peu près, si vous avez des enfants, à des enfants en CP entre Toussaint et Noël. Donc, vous avez du FALC. Vous avez peut-être, si j'osais critiquer un tout petit peu, un nombre de clics un peu trop important pour arriver sur la page accessibilité. Alors vraiment, les critiques, il a fallu les chercher, hein. Mais voilà, peut-être que 4 clics, c'est peut-être un peu trop. Mais vous avez également une signalétique claire. Alors du coup, comment aller au-delà? Parce que là, je vous ai dit que vous étiez les rois du monde, ce qui est vrai. Mais on peut toujours faire mieux. Qu'est-ce que je vous fais comme proposition? L'accessibilité numérique. Quand on vient sur votre site internet, bon, il y a 1 ou 2 clics en trop. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas très accessibles. Or, vous êtes dans une procédure, je cherche M. Battu, vous m'en parliez tout à l'heure, on est dans une procédure RG2A, donc Réglementation générale de l'accessibilité, je ne sais plus le dernier A, qui vient dire qu'il y a 106 critères auxquels on doit sur lesquels on doit être performant. Et vous êtes à peu près à la moyenne. Donc, j'ai envie de dire, c'est déjà ça. On peut s'améliorer en ayant un site encore plus accessible. Beaucoup de grosses institutions, et plus petites d'ailleurs aussi, pour se rendre plus accessible, utilisent la solution Lisio. Alors, Lisio, j'en fais pas la pub, j'ai pas d'action, mais c'est celle que je connais le mieux. C'est le petit hippocampe. Regardez par exemple sur les sites des mairies, il y en a beaucoup qui ont ce petit hippocampe qui vient dire qu'on rend votre site accessible. Si je l'ouvre, je vois sur une première page que je peux traduire mon site de façon instantanée en un nombre incalculable de langues de pays que je ne connaissais même pas, hein. Donc là, je vous ai mis un extrait, mais il y a je ne sais pas combien de langues possibles. On peut ensuite cocher « Je suis dyslexique » et auquel cas, il vous fait une espèce d'ombre sous les lettres qui est plus lisible par les personnes dyslexiques. Je peux parler de mon daltonisme, etc. Je peux souhaiter avoir un confort de lecture différent, donc des contrastes différents. Je peux augmenter la taille de la police, avoir un lecteur vocal. Donc voilà, tout un tas de choses qu'on peut faire grâce à cette solution Lisio, qui est une solution pour performer sur son site Internet. Ensuite, le RPA, Registre public d'accessibilité. Est-ce que vous avez ça? C'est pas sûr. C'est quoi cette bête-là? C'est très administratif, c'est un document. Un document qu'on est supposé mettre à l'accueil de son site. Donc, c'est comme si vous, quand on passe les portes pour arriver à l'aéroport, caché quelque part, on avait un document posé avec 20 pages à lire. Quand on arrive, c'est un peu trop tard pour s'apercevoir que ça n'est pas accessible, si ça ne l'est pas.
Donc, il est toujours recommandé, son registre public d'accessibilité, son document, de le mettre plutôt sur le site Internet. Ça permet d'anticiper son voyage et de voir ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas, puisqu'il vient dire qu'il y a des équipements accessibles et que le personnel est formé. Alors, ce registre, vous pouvez l'acheter 22 € sur Internet, sur HandiNorm. Ça n'intéressera pas grand monde de le lire une fois arrivé. Ou alors, vous preniez la version FALC qui se trouve sur le site de la délégation ministérielle de l'accessibilité, qui est là, c'est la version FALC, et vous le mettez sur le site Internet. Et là, la personne, avant de venir, elle peut le consulter, elle sait que vous êtes accessible, que le personnel est formé, et si ça n'est pas le cas, elle verra dans la deuxième page ce qui n'est pas accessible. Et d'ajouter le lien entre, bien sûr, le registre public d'accessibilité et les pages accessibles de votre site, c'est encore mieux. Les formations. Donc là, je suis en train de passer en revue des pistes d'amélioration, hein. Les formations. Il existe des formations générales pour former les personnes d'accueil. Il y en a une qui est officielle, qui s'appelle « Bien accueillir les personnes en situation de handicap ». Ça, c'est une formation qui est obligatoire dans les ERP de plus de 200 personnes salariées. Et ça s'adresse aux personnes à l'accueil. Donc, l'espace d'une journée, on présente toutes les familles de handicap, comment accompagner une personne, par exemple, aveugle en face de vous. Vous ne pouvez pas la laisser sur place et partir chercher un papier sans la prévenir. Elle va parler toute seule. Donc, c'est important, ce genre de petites choses, de dire « je m'absente, je vais au photocopieur, je reviens ». Donc, ça tombe toujours sur vous. Vous avez des lunettes, je suis désolée. Donc, voilà, je ne vous laisse pas toute seule. Si je m'en vais, je pars du principe que je dois tout vous expliquer. Je viens de vous déposer un papier devant vous. Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne à la porte, etc. Donc voilà, ce sont des mesures de bien accueillir les personnes. Après, il existe des formations spécifiques, notamment qui peuvent être proposées à vos sociétés de prestataires, puisque je crois qu'il y a beaucoup de prestations d'accompagnement qui sont déléguées à des sociétés extérieures. Donc, c'est important de former ces personnes, surtout si vous avez du personnel en intérim qui change beaucoup et qui n'est pas forcément formé au bien accueillir. Après, la langue des signes française, c'est quelque chose aussi qui peut être privilégié pour accueillir les personnes. Alors, il y a 15 niveaux de formation, mais déjà, les 3 premiers niveaux de savoir dire bonjour, merci, déjà ça, c'est très agréable quand on est accueilli en langue des signes. Le FALC, le facile à lire et à comprendre, vous avez déjà fait vos premiers pas dedans puisque vos documents sur le site sont déjà en FALC. Le braille, c'est simple, c'est facile. Oui, c'est drôle à dire, hein. Donc, j'enseigne le braille. En une demi-heure, mes stagiaires savent lire et écrire le braille. Alors, pas avec le doigt, après c'est l'entraînement, mais c'est facile. Donc, se former au braille, ce n'est pas complètement aberrant pour ensuite pouvoir faire des petites affiches, des petites choses en braille qui sont agréables. Et point de suspension, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place en termes de formation. C'est toujours plaisant. Vous savez, j'interviens avec un jeune en situation de handicap et un jour, je l'ai accompagné à un endroit où il y avait une manifestation, une journée portes ouvertes, et je lui dis c'est sympa comme journée, hein. Et à côté, il me répond qu'il a une déficience intellectuelle. Il me dit « Mais Laurence, quand il y a des personnes handicapées, c'est toujours sympa. » Et c'est vrai, c'est vraiment des beaux moments de partage la plupart du temps. Où pouvez-vous trouver l'inspiration? Excusez-moi, je vais un petit peu vite, mais je suis le prompteur. Donc, il faudra qu'il y ait un petit temps d'échange si vous le souhaitez. Donc, l'inspiration, vous pouvez la trouver sur One Click Away donc, de Yata, qui propose de nombreuses propositions vraiment dans le milieu de l'aviation. Et puis sinon, vous pouvez vous inspirer du tourisme, parce que le tourisme, on sait accueillir dans le tourisme. Et vous avez une association qui s'appelle Association Tourisme et Handicap, ATH, et qui a le label Tourisme et Handicap. C'est eux qui le délivrent. Vous ne pouvez pas l'avoir en tant qu'aéroport, hein, ne visez pas le label Tourisme et Handicap, mais en tout cas, vous pouvez prendre contact avec eux, parce que sur l'accueil, ils ont plein de solutions à proposer, parce qu'ils ont une très, très grosse pratique du sujet. Autre proposition, Aero Mobility. Alors là, je vais faire ma crâneuse. Dans l'Hérault, nous avons été les premiers en France à le mettre en place. C'était il y a 15 ans. Et la première commune à le mettre en place, c'est la mienne. Donc, c'est pour ça que je vous en parle avec fierté. Aero Mobility, Claude Bleureau-Poncé aurait pu en parler mieux que moi puisque c'est elle qui l'a porté. C'est un GPS.
C'est un GPS, je veux partir d'un point A vers un point B, j'ai tel handicap, il va me tracer les trajets verts, orange, rouge, selon l'accessibilité du trajet. Dans le même ordre d'idée, la barre de recherche Google. Ça m'a été signalé par une personne en situation de handicap qui m'a dit, moi, quand j'arrive quelque part, je tape toilette publique et hop, je vois tout ce qu'il y a autour de moi. Et ça, c'est bien, les salles de change, etc., pouvoir les trouver très bêtement dans sa barre de recherche. Alors, on a parlé d'autisme tout à l'heure. L'autisme, le spectre de l'autisme, hein, il n'y a pas un autisme, il y a presque autant d'autisme que de personnes concernées, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais il y a quand même un dénominateur commun, c'est souvent une hypersensibilité aux sollicitations visuelles, auditives, olfactives, tactiles. Donc, vous pouvez avoir des personnes autistes qui, en plus, au moment de prendre l'avion, elles ne sont pas forcément dans un contexte rassurant, auront besoin de s'isoler. Lyon propose des lieux d'isolement. Alors, les fauteuils dédiés aux personnes en situation de handicap, vous avez ça, mais le petit îlot un peu éloigné où on peut venir s'isoler avec la couleur bleue qui est la couleur de l'autisme référente, c'est pas mal aussi comme outil. Donc ça, c'est dans la gare de Lyon. Vous avez ici le guide de l'accessibilité de Tisséo, donc on est toujours dans les transports. Ils ont fait un guide, notamment ce que j'ai retenu comme idée, c'est la pastille ou le braille sur la carte qui permet à la fois de connaître la date de validité de sa carte et puis de la retrouver parmi toutes ces cartes. Donc des astuces que je trouve intéressantes. Et le guide est proposé en FALC. Donc on l'a et pas FALC et FALC. Donc là, c'est la version FALC. Donc je trouve intéressant aussi de proposer ces guides sous ces deux formes. Quand on attend dans l'aéroport, il y a parfois des jeux. Hein. Moi, j'ai souvent joué avec mes enfants, enfin mes enfants ont joué dans les jeux. Ils ne sont pas forcément accessibles. Des jeux accessibles, des jeux inclusifs, donc on est dans les installations ouvertes au public. Ça peut être très compliqué parce qu'aller faire un tourniquet dans une salle d'attente, je ne sais pas si c'est très simple, mais là, il y a des jeux qui permettent à tous d'y accéder en fauteuil et qui permettent de découvrir différents handicaps. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le support, à chaque fois, vous avez en bas à droite la référence, les sites Internet que je suis allée chercher. Donc, ça vous permet d'avoir des ressources si ça vous intéresse. Et là, nous avons Toulouse. Toulouse qui est un très bon élève parce qu'ils ont eu le label Destination pour tous niveau or. Donc en France, c'est quand même quelque chose de remarquable. Ils ont fait un guide d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Si je l'ouvre en page je ne sais pas combien, je vois des choses qui m'intéressent concernant la télécommande universelle pour les personnes aveugles. Donc c'est un petit badge qu'on met dans la poche. Et puis, quand on s'approche d'un feu, je sais qu'il y a le feu, il est dans le coin là. Je ne sais pas où il est, mais il est dans le coin. Je fais un petit coup de bip avec mon badge et le feu qui est là-bas va sonner. Je l'entends, je n'ai plus qu'à me diriger vers le feu. Donc, cette télécommande, elle est normalisée. Dans le guide de Toulouse, il m'en parle. Elle ressemble à ça. Bon, on ne va peut-être pas tout lire, hein. On n'a pas forcément envie, donc l'idée, c'est de savoir que ça existe. Cette télécommande, elle me permet de repérer le feu, mais elle me permet aussi, quand je passe sous l'entrée principale, de me dire, vous êtes à tel endroit, l'entrée F. Si vous voulez aller à tel endroit, tournez à droite. Donc, quand je sors de mon taxi, je suis aveugle, je rentre par cette entrée, ça me parle. Il me suffit que j'appuie sur mon bouton et ça me parle. Le confort d'usage, c'est aussi la créativité et la bienveillance. En fait, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait parler longtemps, mais qu'il y a un moment où c'est vous qui allez parler, si vous le souhaitez. Je voulais aussi parler, parce que je l'ai oublié dans mon diaporama, il existe des boucles à induction magnétique. Je ne sais pas si vous avez ça. C'est un petit, c'est une petite chose, ça pourrait avoir cette taille-là, posée sur le bureau d'accueil. On met une boucle autour du cou. Et du coup, le son va arriver directement dans mes appareillages. Soit je suis appareillée, soit j'ai un implant cochléaire, mais ça m'arrive directement. À l'époque, pour que j'entende, je devais faire une petite manip et le petit bouton, il y avait marqué T dessus, sur le petit bouton que je vais bouger. Et du coup, aujourd'hui, la boucle à induction magnétique, c'est une oreille barrée, le symbole, avec un petit T. Le petit T fait référence au bouton que je vais actionner. Et il y a une façon aujourd'hui de rendre accessible les salles de concert, par exemple.
le cordon, au lieu de le faire passer autour du cou, vous le faites passer dans les murs. Et du coup, la personne qui rentre dans la salle de concert, elle n'a plus besoin d'avoir son petit appareillage. Le son lui arrive directement dans l'oreille grâce à un appareillage qui est un fil qui passe dans les murs. Voilà, donc plein de choses à faire, mais vous restez de très, très bons élèves. Alors, avant de venir, j'ai appelé la Direction générale de l'aviation civile pour qu'il me donne des indices sur ce que vous pourriez ne pas faire. Ben, même lui, il a eu du mal, hein, donc vous êtes vraiment définitivement de bons élèves. Merci pour votre attention.